Bonjour amis de l'histoire antique, je vais vous parler aujourd'hui des relations entre les Grecs et les Babyloniens. Donc les Babyloniens sont une population sémitique vivant au sud de la Mésopotamie et ils ont fondé au début du deuxième millénaire avant notre ère une des plus anciennes civilisations du monde autour de la prestigieuse Babylone, donc sur l'Euphrate en Irak actuel. Donc la civilisation babylonienne est le prolongement des civilisations mésopotamiennes plus anciennes, celles des Sumériens et celles des Akkadiens. Et durant leur longue histoire, les Babyloniens connaissent des périodes de grandeur, mais aussi d'autres moins glorieuses, sous la domination de puissances étrangères, comme les Hittites, les Kassites et les Assyriens. Alors en 539, la Babylonie est conquise par les Perses, puis la région est soumise par Alexandre qui fait une entrée triomphale à Babylone en 331 pour choisir ensuite la ville comme sa nouvelle capitale. Il y meurt en 323, attachant pour l'éternité son nom à la ville. Nous insisterons sur les dernières phases de l'empire néo-babylonien et sa conquête par les Perses et ensuite par les Grecs, sachant que les interactions culturelles entre Grecs et Babyloniens ont été nombreuses, même avant la conquête par Alexandre. Alors concernant mes sources, je m'appuierai essentiellement sur des pages Wikipédia auxquelles j'ai contribué activement pour certaines. Tous les liens en description. Voyons en thème numéro 1 les origines des Babyloniens. Alors le nom Babylone provient du grec, lui-même dérivé de l'akkadien Bab-Ili, qui signifie littéralement la porte des dieux, bien qu'il soit possible que ce nom dérive en fait d'une autre langue, peut-être le sumérien. Alors, le nom de Babylone est passé dans la postérité, dans sa version hébraïque, sous le nom de Babel. Alors, la première mention attestée du nom de Babylone est sous sa forme sumérienne, dans un texte datant du règne d'un roi akkadien. Donc, on est là vers 2200 avant notre ère. Alors la date de la fondation de la ville est difficile à évaluer précisément car le niveau du troisième millénaire n'a pas été fouillé, mais cette datation est généralement estimée vers 2700. Et donc la légende issue de la Bible attribue la fondation de Babylone à Nimrod, descendant de Noé et premier roi après le déluge. Alors la ville devient une cité-État de rang secondaire à l'époque à partir de 1894 avec l'émergence d'une dynastie d'origine amorite. Alors à voir que les Amorites sont un peuple sémitique semi-nomade originaire de Syrie ayant migré donc vers le sud de la Mésopotamie au XXIe siècle. Donc Babylone se situe en basse Mésopotamie, donc une région culturellement homogène, car les peuples qui s'y sont succédés, donc comme les Sumériens, les Akkadiens, les Amorites, les Kassites et les Chaldéens, dont on reparlera, ont cohabité sur une très longue période. Et la région est d'ailleurs souvent désignée dans les textes cunéiformes comme étant le pays de Sumer et d'Akkad. Et donc une homogénéisation linguistique apparaît avec la disparition de la langue sumérienne vers 2000. La langue dominante devient alors une variante dialectale de l'akkadien, appelée le babylonien. Et à partir du début du XVIe siècle, sous la dynastie kassite, la basse Mésopotamie commence à se présenter comme un ensemble cohérent. Alors à voir aussi que les Grecs désignent la Babylonie sous le nom de Chaldée, d'après le peuple des Chaldéens qui est apparenté aux Araméens. Et donc les Araméens sont les descendants de populations sémitiques vivant en Syrie orientale à l'âge du bronze. Et leur alphabet, qui est promis un grand avenir dans l'Antiquité, est dérivé du phénicien. Alors le terme chaldéen peut aussi désigner chez les Grecs et les Romains des prêtres spécialisés dans l'astronomie. Et au fil du temps, ce mot qualifie de manière plutôt péjorative les astrologues.
Alors à voir qu'aujourd'hui les Chaldéens ou Assyro-Chaldéens sont les membres d'une église catholique orientale de tradition syriaque. Alors à partir du XIVe siècle, le royaume assyrien, lui aussi de langue akkadienne, parvient à unifier le nord de la Mésopotamie pour devenir le rival du royaume babylonien. Et au IXe siècle, l'araméen commence à devenir la principale langue vernaculaire de Mésopotamie. Et en Babylonie, l'araméen supplante l'akkadien vers 500 pour s'imposer ensuite dans l'empire perse comme langue administrative. Donc Babylone se situe à la croisée des influences entre la Mésopotamie du sud et les régions syro-anatoliennes, faisant de la ville un carrefour des cultures proches et moyen-orientales. Alors voyons en thème numéro 2 l'expansion et la chute de l'empire néo-babylonien. Donc, à partir du XVIIIe siècle, Babylone domine un puissant royaume avec notamment le roi Hammurabi, qui a promulgué l'une des plus anciennes tables de loi jamais retrouvées, donc le fameux code de Hammurabi, qui retranscrit des décisions judiciaires prises par le roi. Alors, le royaume est attaqué par les Hittites en 1595, et les Hittites installent une dynastie cassite. Donc, sachant que les Kassites sont un peuple hassianique, c'est-à-dire qui n'est ni de langue sémitique ni de langue indo-européenne, donc qui est originaire des montagnes du Zagros, donc on dirait l'Iran actuel, et qui donc domine Babylone et Sumer dans la deuxième moitié du deuxième millénaire. Ensuite, le royaume babylonien est dirigé par d'autres dynasties avant de passer sous la domination des Assyriens en 729. Alors, les Babyloniens retrouvent leur indépendance en 626 sous le roi Nabopolassar, qui est issu d'une famille de notables originaires d'Uruk. Et donc ils profitent d'une guerre civile en Assyrie pour se libérer du joug des Assyriens avant de les attaquer dans leur propre pays. Et donc les Babyloniens participent activement à la chute de l'empire néo-assyrien, donc entre 612 et 609, avec l'aide principalement des Mèdes, donc un peuple iranien voisin et cousin des Perses. Et ensuite, Nabopolassar entreprend à Babylone de très importants travaux de reconstruction qui vont donner à la ville la dimension qui est restée dans la postérité. Et donc l'empire néo-babylonien, donc héritier des anciennes traditions sumériennes, akkadiennes, assyriennes et babyloniennes, prend forme, initiant un nouvel âge d'or pour la ville. La figure la plus emblématique de cet empire néo-babylonien est Nabuchodonosor II, donc le fils de Nabopolassar. Et donc à la fin du règne de son père, donc il est co-régent, et il mène des opérations contre les Égyptiens pour le contrôle de la Syrie, et il soumet notamment la Judée. Et une fois parvenu au pouvoir en 605, Nabuchodonosor repart en guerre contre les Égyptiens. En 601, il est défait par les Égyptiens et leurs alliés. Et après diverses campagnes menées en Arabie et en Judée, dont la capitale Jérusalem est prise une première fois en 597, il doit mater une révolte en Babylonie. Et donc les Égyptiens en profitent pour former une nouvelle coalition avec les Phéniciens, à laquelle se rallient les Judéens, théoriquement soumis aux Babyloniens. Et donc en 588, Nabuchodonosor assiège Jérusalem, et la ville tombe après 2 ans de siège, et elle est incendiée. Et le premier temple est détruit, comme mentionné dans la Bible hébraïque et dans l'Ancien Testament, tandis que les élites judéennes sont déportées à Babylone. Alors cet exil, qui perdure plusieurs décennies jusqu'à la conquête perse de Babylone, a des implications majeures dans l'histoire du judaïsme. Alors, Nabuchodonosor II mène ensuite des campagnes en Phénicie et en Cilicie, donc au sud de l'Anatolie. Et en 582, la Judée se révolte à nouveau. Et il faut attendre la défaite des Égyptiens en 568 pour stabiliser la situation au Levant. Alors, Nabuchodonosor II a régné pendant 43 ans sur le plus vaste empire babylonien de l'histoire. Et à sa mort en 562, l'empire est confronté à des querelles dynastiques.
ce qui va causer finalement sa perte du fait des Perses et de Cyrus II, qui font la conquête de la Babylonie après avoir déposé le dernier roi de Babylone, un dénommé Nabonide, qui a perdu le soutien du clergé après avoir voulu imposer le culte du dieu lune Sin. Alors, le règne de Darius est marqué par plusieurs révoltes des Babyloniens qu'il réprime sans difficulté. Et ensuite, son successeur Xerxès divise en deux parties la satrapie de Babylonie, coupant la Babylonie de ses possessions occidentales, on dirait en gros la Syrie. Alors Xerxès s'est aussi confronté à des révoltes de la population, et la tradition grecque issue d'Hérodote lui attribue la destruction de plusieurs temples, notamment celui dédié à Marduk. Alors à partir de sa conquête par les Achéménides, Babylone perd son indépendance et se voit dirigée par des souverains étrangers, donc Perses, Grecs, puis Parthes. Néanmoins, la Babylonie conserve une grande prospérité jusqu'au début de l'ère chrétienne et une place centrale dans les différents empires qui la dominent. Voyons en thème numéro 3 la culture et la société babylonienne. Alors, Babylone est dans l'Antiquité un centre culturel et religieux disposant d'un immense prestige et rayonnant dans tout le Moyen-Orient et même au-delà, jusqu'en Lydie, en Grèce et en Égypte. Et le souvenir de la porte des dieux s'est transmis jusqu'à nous à travers la tradition biblique, donc de la tour de Babel, et à travers les auteurs grecs, notamment Hérodote, qui y a séjourné. Alors, la ville de Babylone s'étend principalement sur la rive gauche de l'Euphrate, le site étant entouré d'une double enceinte. Et donc l'espace urbain est divisé en trois parties. Donc un centre abritant les grands monuments, une ville basse où habite l'essentiel de la population, et un espace peu dense intégré plus tardivement. Et donc à son apogée du temps de l'empire néo-babylonien, donc on dira vers 600, Babylone s'étend sur une superficie de 1000 hectares, mais tout l'espace n'est pas bâti. Alors, à voir que le nombre d'habitants reste difficile à évaluer, donc il est estimé à son apogée aux alentours de 200 000 habitants, ce qui ferait d'elle la première mégapole de l'histoire antique, avant Alexandrie et Rome. Alors, Babylone, débordante d'activités et dotée de monuments grandioses, frappe l'imagination de ses visiteurs. En effet, les rois néo-babyloniens ont dirigé à partir du 7e siècle une politique d'aménagement avec une vue d'ensemble dans l'idée de transformer Babylone en une véritable œuvre d'art. Une impression de monumentalité se dégage des temples comme celui des Agiles, donc dédié à Marduk, des ziggourats comme celle de l'été Mélanki et des portes comme la fameuse porte d'Ishtar, donc qui a été reconstituée au musée de Berlin. Donc la construction des jardins suspendus de Babylone, donc qui est bien sûr l'une des 7 merveilles du monde, a longtemps été imputée à Nabuchodonosor II, qui aurait souhaité faire plaisir à son épouse Mède en lui rappelant les montagnes boisées de sa terre natale, mais les preuves archéologiques manquent à ce sujet et certains historiens considèrent que ces jardins seraient en fait une invention construite à partir des jardins royaux babyloniens, qui ont tout de même bel et bien existé. Quant au mythe de la tour de Babel, il pourrait se rapporter à la ziggourate de l'été-Menanki, qui est dédiée à Marduk, le dieu tutélaire de la ville. Alors, probablement érigé au XVIIIe siècle, sous le règne de Hammurabi, ou l'un de ses successeurs, l'impressionnante ziggourate connaît plusieurs reconstructions, donc faites par les souverains assyriens et babyloniens, et les populations juives déportées à Babylone ont probablement été subjuguées par la grande ziggourate, expliquant que le mythe de la tour de Babel soit rapporté dans le livre de la Genèse. Quant à l'organisation de la société babylonienne, elle est bien connue grâce aux milliers de tablettes cunéiformes découvertes en Babylonie. L'économie repose sur une agriculture très productive grâce à un système de canaux d'irrigation reliés à l'Euphrate, et la plupart des terres agricoles appartiennent aux temples qui possèdent, donc comme en Égypte, un pouvoir économique, en plus d'être bien sûr des centres religieux et intellectuels.
Le pouvoir royal domine la société quand il n'est pas contesté par des révoltes, avec pour socle une classe nobiliaire qui s'affirme au cours des siècles. À partir de la seconde moitié du deuxième millénaire, la Babylonie exerce une forte influence culturelle sur les régions du Proche-Orient grâce à la pratique de l'écriture cunéiforme, comme en témoignent les textes en babylonien, donc comme on l'a dit dérivés de l'akkadien, qui ont été retrouvés dans les régions voisines, donc Assyrie, cité d'Ougarit ou l'Anatolie hittite ou même l'Égypte. Donc tout ceci implique que des scribes et des savants mésopotamiens se soient déplacés dans ces pays. Alors, la diffusion de l'épopée de Gilgamesh, donc rédigée en akkadien à Babylone vers le XVIIIe siècle, en est le meilleur exemple. Au début du premier millénaire, les savants babyloniens bénéficient de beaucoup de prestige en Assyrie. Les bibliothèques de Ninive comprennent en effet de nombreux textes pris ou copiés en Babylonie. Par ailleurs, la Bible hébraïque, comme pour le thème du déluge, puise en partie ses sources en Babylonie où certains passages auraient pu être rédigés par des Judéens exilés. Alors à voir qu'il existe d'autres points communs entre la religion babylonienne et la Bible, mais il s'expliquerait par le fait que les deux traditions partagent des origines sémitiques anciennes, communes, et moins par la présence des Judéens à Babylone. Enfin, le Talmud de Babylone, qui est au fondement du judaïsme rabbinique actuel, reprend des savoirs babyloniens en mathématiques, en médecine, en magie et aussi dans le droit. Alors, la religion des Babyloniens reste très similaire à celle de la Mésopotamie des périodes précédentes, sachant que le panthéon est dominé par quelques divinités tutélaires des principales cités de la Mésopotamie du Sud, donc comme Ur, Uruk et Nippur. Alors, selon la doctrine mésopotamienne du pouvoir, le véritable maître d'un royaume est donc sa divinité tutélaire, le roi n'étant que sa représentation sur terre. Alors, le roi des dieux est Enlil, il préside à la destinée des humains et donne leur pouvoir au roi. Il est accompagné par le dieu céleste An, une figure patriarcale, le dieu sage Ea, maître des eaux souterraines, et de 3 autres divinités célestes, le dieu lune Sin, le dieu soleil Shamash, dieu de la justice, et la déesse Ishtar, incarnation de la planète Vénus et déesse de l'amour et de la guerre. Il existe par ailleurs une multitude de divinités secondaires aux fonctions variées, dieu de l'orage, déesse guérisseuse, dieu guerrier, dieu des enfers, etc. Alors le dieu Marduk, aux origines obscures et aux attributs complexes à identifier, donc plutôt liés aux pratiques magiques, est quant à lui le dieu tutélaire de Babylone. Et son importance est consacrée dans le prologue du code de Hammurabi. En effet, les grands dieux lui ont confié le pouvoir suprême sur tous les peuples. Ce qui prouve que finalement la montée en puissance de Babylone s'accompagne de celle de son dieu tutélaire. Alors voyons en thème numéro 4, Alexandre le Grand à Babylone. Après la conquête de l'Anatolie, de la Phénicie et de l'Égypte, Alexandre traverse en juillet 331 l'Euphrate dans le but de marcher sur Babylone dans une campagne qui se veut décisive face à Darius III. Mais les éclaireurs d'Alexandre repèrent l'armée perse plus au nord, obligeant Alexandre à modifier son plan. Au lieu donc de marcher sur Babylone, il remonte au nord et franchit le Tigre en septembre 331. Et au bout de 4 jours de marche, il apprend que l'armée perse l'attend dans la plaine de Gogamel. L'armée perse est vaincue après une charge de cavalerie sur le centre perse. Et donc Alexandre, nouveau maître de l'Asie, peut reprendre sa route vers Babylone. Alors la ville se rend sans combattre grâce au satrape Masaïos, qui a commandé la cavalerie perse à Gogamel, mais qui finalement donne les clés de la ville aux Gréco-Macédoniens. Et donc Alexandre peut faire une entrée triomphale à Babylone en octobre 331, alors que les prêtres de Marduk manifestent une hostilité traditionnelle envers les Perses. Alors, à voir qu'une tablette cunéiforme babylonienne indique que les autorités de Babylone ont négocié avec Alexandre afin qu'il garantisse le maintien des traditions religieuses. Alors, il désigne Masaïos satrape de Babylonie, inaugurant de la sorte sa politique de ralliement de l'aristocratie perse. Enfin, il se fait reconnaître souverain légitime du pays selon la volonté de Marduk. Alors, il suit
de manière scrupuleuse les rites religieux babyloniens et fait même restaurer certains temples, dont celui de Marduk qui est tombé en ruine. Même chose pour la ziggourate de Lété-Ménanki. Alors, il maintient tout de même une forte garnison à Babylone, montrant une certaine prudence alors que Darius n'a toujours pas été éliminé à cette date. Alors, à voir aussi qu'un texte de comptabilité écrit en babylonien pendant le règne d'Alexandre confirme que des dons ont été offerts par les habitants pour financer l'enlèvement des décombres du temple de Marduk afin de le reconstruire. Mais la longue absence d'Alexandre et sa mort empêchent la réalisation de ce projet. Alors après 8 années de campagne en Haute-Asie et en Inde, Alexandre retourne finalement à Babylone au printemps 323, bien décidé à faire de cette ville, à l'histoire millénaire, le centre de son empire euro-asiatique. Alors abandonnant toute idée de retour en Europe, Alexandre semble résolu à faire de Babylone sa capitale aux grandes dames des Macédoniens conservateurs et des vétérans épuisés qui souhaitent revenir dans leur patrie. Alexandre consacre plusieurs semaines à parcourir les canaux de l'Euphrate en faisant exécuter des travaux destinés à réguler les inondations. Et certains historiens pensent que c'est en explorant ces canaux qu'il aurait contracté le paludisme. Et c'est à la veille donc, du départ pour l'expédition d'Arabie, le 11 juin 323, qu'Alexandre meurt à Babylone, pris de fortes fièvres. Alors à voir que des tablettes astronomiques babyloniennes, donc datant des époques achéménides et hellénistiques, ont été retrouvées, et l'une d'entre elles porte clairement la mention « le roi est mort », ce qui permet de dater précisément la mort d'Alexandre dans la nuit du 10 au 11 juin, à l'âge de 32 ans, et son nom est donc attaché pour l'éternité à la grandeur et à la moiteur de Babylone. Alors voyons au thème numéro 5, Babylone durant les périodes hellénistiques et Parthes. Donc après la mort d'Alexandre, ses grands généraux, les Diadoques, organisent à Babylone le partage de l'immense empire gréco-macédonien, ce qui inaugure 40 années de conflit. Alors en 321, à la suite d'un deuxième partage effectué en Syrie, Séleucos, qui était jusque-là chef de la cavalerie des compagnons, récupère la Babylonie en récompense de sa participation à l'assassinat de Perdiccas, donc le régent. Donc Séleucos reçoit une région centrale, ce qui renforce les ambitions d'un jeune homme talentueux, sachant qu'il est un peu plus jeune que les autres Diadoques. Donc de 311 à 309, la guerre babylonienne l'oppose au Diadoque Antigone le Borgne, qui entend restaurer à son profit l'unité impériale. Alors Séleucos l'emporte, mettant un point final aux tentatives de restauration de l'empire d'Alexandre, marquant la genèse du royaume séleucide. D'ailleurs, des chroniques babyloniennes, dites chroniques des Diadoques, donc écrites en akkadien et visibles au British Museum, font démarrer l'ère séleucide à la date de 311, au moment de la guerre babylonienne. Alors, dans ces tablettes, Séleucos n'est mentionné qu'au titre de stratège du roi hypothétique Alexandre IV, donc le fils d'Alexandre, mais cela prouve qu'il a bien reçu le soutien des élites politiques et sacerdotales babyloniennes, sachant qu'à l'image des autres Diadoques, Séleucos prendra le titre royal en 305. Alors la Babylonie, riche et densément peuplée, devient l'une des bases du pouvoir séleucide. Pour autant, les historiens modernes ont longtemps sous-estimé son importance au sein du royaume séleucide, car ils ont consulté davantage les sources grecques que les tablettes écrites en cunéiforme ou en araméen, et ils ont longtemps considéré aussi que le cœur du royaume était en fait en Syrie, alors qu'en fait c'est une réalité qui concerne plutôt la seconde phase du royaume, après l'invasion parthe de la Mésopotamie vers 150 avant notre ère. En effet, de nombreuses sources attestent des contacts directs entre les élites babyloniennes et Antiochos, donc qui est le successeur de Séleucos, qui a donc d'ailleurs été chargé de gouverner la Babylonie à partir de 294 au titre de vice-roi.
Alors à voir que les souverains séleucides assument également des fonctions religieuses, comme le montrent les calendriers astronomiques, et ils se font les protecteurs des sanctuaires, à l'image d'Alexandre précédemment. Alors Séleucos cherche à faire prospérer la région en fondant Séleucie du Tigre vers 310, au carrefour des communications entre la Mésopotamie, le golfe Persique et le plateau iranien. Alors Séleucie du Tigre supplante Babylone, qui est alors sur le déclin, pour devenir un grand centre de commerce du Moyen-Orient et l'une des principales villes comportant des ateliers monétaires du royaume séleucide. Et donc elle est officiellement la capitale séleucide de 301 à 140. Alors la ville millénaire d'Uruk connaît par ailleurs un renouveau en faisant perpétuer la culture babylonienne. Alors la région n'est pourtant pas exempte de crise sociale. Ainsi, en 273, Antiochos exerce une forte pression fiscale afin de financer la première guerre de Syrie contre les Ptolémées, ce qui engendre des famines. Alors la Babylonie reste une région importante pour la prospérité du royaume séleucide et connaît un processus d'hellénisation, mais son centre de gravité bascule bientôt vers la Syria Séleucis, donc la Syrie, où sont fondées 4 villes sœurs, donc Antioche, Séleucie de Pierie, Laodicée et Apamée. Et donc les guerres de Syrie, la défection des Gréco-Bactriens, diverses sécessions, ainsi que des troubles successoraux affaiblissent progressivement la position séleucide en Babylonie. Et donc au milieu du IIe siècle avant notre ère, les Parthes envahissent la Mésopotamie et la Babylonie, et plus jamais dans l'histoire, ces régions ne seront occupées par des Occidentaux, bon, si on met de côté évidemment l'occupation de l'Irak par les Américains après la Deuxième Guerre du Golfe. Alors, les Séleucides tentent à plusieurs reprises de reprendre la Babylonie en mobilisant d'immenses armées, comme sous Antiochos VII vers 130. Alors, la Babylonie est ravagée par les combats et les pillages et devient une zone sinistrée, quasiment en situation d'anarchie. Alors, les Parthes déplacent d'ailleurs leur capitale à Ctésiphon, en face de Séleucie du Tigre, à la fin du IIe siècle. Et à voir aussi que des Babyloniens sont asservis par les Parthes pour être déportés en Médie. Puis, sous le roi Mithridate II, donc on est là de 123 à 88, la Babylonie fait un temps sécession. Et au début du 1er siècle après Jésus-Christ, les troubles successoraux s'aggravent dans l'Empire parthe, et la Babylonie en profite pour affirmer son autonomie. Mais dans la seconde moitié du 1er siècle, donc toujours après Jésus-Christ, Babylone commence à être désertée par ses habitants, tandis que la culture millénaire dont elle est le symbole s'éteint progressivement. Alors à voir enfin que les Parthes, donc qui sont les héritiers politiques des Perses achéménides, ont par ailleurs pour religion officielle le zoroastrisme, donc une religion iranienne, qui est intrinsèquement différente de la religion babylonienne traditionnelle. Et après la chute des Parthes en 224, donc sous les coups des Perses sassanides, la Babylonie est occupée donc par les Perses, puis conquise par les Arabes en 637. Alors voyons au thème numéro 6, les influences mutuelles entre les Grecs et les Babyloniens. À l'époque de la domination perse, Babylone est décrite par plusieurs auteurs grecs, dont Hérodote et Ctésias, donc qui est un médecin grec qui a séjourné à la cour achéménide. Alors, les deux auteurs mentionnent la taille et l'aspect grandiose de la ville et narrent quelques éléments de son histoire, tout en commettant des approximations à propos de certains événements et des confusions entre l'histoire de la Syrie et celle de la Babylonie. Alors, du temps des empires néo-babyloniens et achéménides, des Grecs sont venus, de gré ou de force, à Babylone. Alors, à l'image des Judéens exilés, les Grecs ne se distinguent pas du reste de la population, en travaillant alors dans tous les corps de métier. Alors avec la conquête gréco-macédonienne, les Grecs retrouvent politiquement et culturellement une position dominante, sachant que la Babylonie devient une terre de colonisation grecque avec l'implantation de cités grecques comme, on l'a vu, Séleucie du Tigre. Alors durant la période séleucide, la Babylonie est dirigée par un gouverneur, mais les cités donc de type grec, les polices, rang auquel est élevé donc Babylone par les Séleucides, conservent une forme d'autonomie.
Alors, une partie du territoire rural dispose du statut de terre royale, comme dans le reste du royaume. Donc, pensons à la Syrie et à l'Anatolie. Donc, poursuivant l'héritage d'Alexandre, les Séleucides cherchent à se concilier les élites indigènes de la Babylonie. Les temples traditionnels continuent par exemple de fonctionner sous la domination grecque. Alors, l'astronomie babylonienne et certaines pratiques divinatoires sont supposées avoir exercé une grande influence en Grèce, déjà bien avant l'époque hellénistique. Alors, ces savoirs, issus des Chaldéens, ont été ensuite repris par des savants grecs, comme l'astronome Hipparque au IIe siècle, donc avant Jésus-Christ. Alors, celui-ci utilise de manière systématique les observations accumulées pendant des siècles par les astronomes de Babylone, dont les premières observations utilisables remontent au 8e siècle. Alors, ces observations constituent le point de départ des tables astronomiques de Claude Ptolémée qui se fondent sur les travaux d'Hipparque. Alors, l'influence babylonienne sur les Grecs semble avoir été moindre dans la littérature épique ou dans le domaine religieux. Alors, à voir qu'à l'époque hellénistique, Bérose, un prêtre chaldéen, donc astronome et historien, cherche à transmettre les savoirs ancestraux de Babylone en écrivant en grec. Et donc vers 281, il rédige, en dédicace au roi Séleucide Antiochos, les Babyloniacas, donc qui présentent les mythes et l'histoire ancienne de la Mésopotamie. Alors le texte nous est parvenu par des allusions indirectes et tardives. Alors à voir que Bérose est à l'initiative du concept de l'éternel retour, qui rencontre par la suite un grand succès chez les stoïciens et dans la philosophie en général, pensons à Nietzsche. Alors à voir qu'à l'époque, la grande année, en fait, correspond à 432 000 ans, soit 120 cycles de 3600 ans, et ces cycles sont liés à des cataclysmes de feu et d'eau. Alors aujourd'hui, chez les astronomes, la grande année définit un cycle d'environ 26 000 ans qui voit la variation de la direction de l'axe de rotation de la Terre. Alors Bérose a voyagé jusqu'en Grèce pour se faire apprécier des Athéniens, au point qu'une statue est érigée en son honneur dans la cité. Alors l'astronomie est le domaine scientifique babylonien le plus diffusé en Grèce, même s'il est souvent réduit à son aspect divinatoire. Et certains astrologues chaldéens sont aussi très renommés du temps des Romains. Alors concernant les mathématiques, les Babyloniens ont transmis aux savants grecs nombre de leurs savoirs, tout comme d'ailleurs les Égyptiens. Ainsi, Thalès doit beaucoup aux observations astronomiques des Babyloniens et à leurs connaissances en géométrie et en arithmétique. Alors, il y a une tradition qui veut que Thalès ait voyagé en Babylonie, mais elle semble plutôt légendaire. Alors, les relations précises entre les mathématiques grecques et babyloniennes demeurent l'objet de discussions. Certains chercheurs pointent par exemple le fait que jusqu'à l'époque d'Hipparque, donc au IIe siècle avant notre ère, le système babylonien, donc à base 60, reste inconnu des Grecs. Alors, Hérodote écrit que les Grecs ont appris des Babyloniens l'usage du cadran solaire et du gnomon, donc qui est un instrument qui permet de visualiser par son ombre les déplacements du Soleil sur la voûte céleste, sachant qu'une tradition attribue à Anaximandre, un disciple de Thalès, l'introduction du gnomon chez les Grecs. Alors, Hérodote écrit également que le fait de diviser la journée en 12 parties provient des Babyloniens. Alors ces deux affirmations, donc à propos du gnomon et de la division des journées en 12 parties, sont en fait rejetées par la plupart des chercheurs modernes qui estiment que les Grecs ont appris ces méthodes bien avant auprès des Égyptiens. Quoi qu'il en soit, les traditions savantes de Babylonie disparaissent avec les derniers temples babyloniens au cours du IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, voyons maintenant les domaines de l'architecture et de l'art. Alors, à l'époque hellénistique, les Grecs inspirent l'architecture monumentale avec la construction à Babylone d'un théâtre et d'une cour à péristyle dans un palais. Séleucie du Tigre, donc la nouvelle capitale des Séleucides, montre, elle, des caractéristiques typiquement grecques avec une ville bâtie autour d'un plan en damier, ce qu'on appelle aussi le plan hippodamien. Et la tradition babylonienne reste toutefois
bien présente, ainsi que le montre le nouveau complexe cultuel d'Uruk, qui est construit donc par les Séleucides selon les techniques mésopotamiennes. À voir que la dernière ziggourate babylonienne a été construite sous les Séleucides. Alors à l'époque parthe, le dernier temple construit à Uruk présente des traits inspirés de l'architecture gréco-romaine. Une influence architecturale iranienne se retrouve quant à elle dans diverses constructions comme celle d'Iwan. Donc les Iwan, c'est une salle voûtée, typiquement parthe, donc qui est fermée sur 3 côtés. Alors l'influence hellénistique est très forte dans la sculpture en terre cuite de Babylone, où apparaissent des représentations de divinités grecques, même si les motifs babyloniens et perses perdurent. Des statuettes babyloniennes de cette période représentent des déesses nues, debout ou allongées, modelées dans le style grec. Enfin, des divinités mésopotamiennes peuvent posséder des traits grecs, ce qui aboutit à un art qualifié de gréco-babylonien, ainsi qu'en témoignent les tombes babyloniennes. En conclusion, après sa conquête par les Perses achéménides au VIe siècle, Babylone n'a plus jamais été le centre d'un royaume indépendant. La Babylonie devient une province parmi d'autres, mais à la différence de la Syrie, elle conserve sa prospérité en tant que grande place du commerce et en tant que centre intellectuel. Durant l'époque hellénistique, les Babyloniens connaissent une forme d'hellénisation, alors que dans le même temps, les Séleucides ménagent les élites indigènes en rénovant ou en construisant des temples. La disparition progressive des institutions traditionnelles de la civilisation mésopotamienne à l'époque parthe entraîne la disparition de sa culture. Ce processus s'achève dans les premiers siècles de l'ère chrétienne sous les Parthes. Les Babyloniens restent finalement assez loin de l'image du barbare ignorant et menaçant qui caractérise d'autres peuples aux yeux des Grecs. Ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Merci pour vos vues, vos likes et vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.